Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Tout d'abord, un préambule, chers auditeurs. La plupart de mes clients connaissent une période difficile lorsqu'ils doivent se repositionner. Cette période commence lorsqu'ils doivent entreprendre une démarche réseau. En effet, c'est un moment où ils passent d'une position où ils étaient jusque-là à l'intérieur de l'entreprise et où les gens venaient les chercher, leur demandaient aide et conseils, à une position beaucoup plus désagréable et totalement inhabituelle souvent, qui est une position dans laquelle ils deviennent eux-mêmes des demandeurs de quelque chose. Ils doivent parfois se documenter sur d'autres univers, d'autres environnements professionnels ou d'autres postes. Ou bien, ils sont dans la situation où ils doivent se présenter auprès de personnes qu'ils ne connaissent pas et expliquer ce qu'ils font et ce qu'ils sont éventuellement susceptibles d'apporter. Cette étape est particulièrement difficile et la plupart d'entre eux le vivent souvent comme une perte de légitimité, parfois même comme une perte d'identité. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de s'exposer, ils ont peur de commettre des faux pas dans des milieux qu'ils ne connaissent pas et dont ils ne maîtrisent pas les us et coutumes. Mon invitée d'aujourd'hui est Sophie Delabigne et le sujet de notre émission sera « Quelles sont les règles de savoir-vivre à respecter lorsque l'on se lance dans une démarche de réseau ?» Sophie Delabigne, bonjour. Bonjour Mireille. Vous êtes fondatrice de L'Art et la Manière à la Française, qui est une société de conseil à la destination des particuliers et des entreprises. En plus de cette activité, vous êtes consultante en savoir-vivre auprès de 2 chaînes de télévision, France 2 et TV5 Monde. Vous m'avez donc semblé la personne la mieux indiquée pour pouvoir donner certains conseils à mes auditeurs. Je vous remercie de vous prêter à cette interview aujourd'hui et nous allons chercher, pendant la demi-heure qui suit, à leur donner le plus de pistes et de tuyaux possibles. J'ai tout d'abord envie de vous poser une question très très générale. Le savoir-vivre est quelque chose qui date depuis très très longtemps et aujourd'hui nous vivons dans un monde qui, me semble-t-il, est en complète mutation, avec des changements incessants, des gens qui sont de plus en plus pressés, de nouveaux moyens de communication, et tout ça doublé d'une grande internationalisation. Mon idée, c'est, dans tout ce nouvel univers, quelles sont les règles dont il faut se souvenir, quelles sont les règles dont il faut être conscient, et quelles sont les nouvelles règles qui seraient éventuellement à inventer. Bien, alors comme vous l'avez dit Mireille, le savoir-vivre existe depuis de nombreux siècles et a bien donné des résultats par son efficacité. Aujourd'hui, il s'agit davantage de fluidifier les relations sociales dans l'entreprise et on se rend bien compte qu'un des soucis des patrons d'aujourd'hui est celui d'instituer un mieux vivre dans l'entreprise, mieux vivre ensemble. Bien sûr, cet état d'esprit va pouvoir créer de la productivité et, par voie de conséquence, de la productivité. Un employé qui se sent bien dans son entreprise grâce aux bonnes relations qu'il entretient avec ses collaborateurs fera qu'il sera forcément plus productif puisque mieux dans sa peau, plus content d'arriver le matin à son travail. Et donc c'est tout ce bien-être qui contribue à la bonne ambiance de l'entreprise et du monde économique aujourd'hui. Néanmoins, ces règles sont très rarement expliquées dans l'entreprise elle-même. Bien sûr, et c'est bien dommage, car il s'agirait juste de reprendre quelques règles de base qui constituent ce savoir-vivre à la française, qui a quand même, comme je le disais tout à l'heure, donné ses preuves, c'est-à-dire que tout ce qui est gentillesse, respect de la parole donnée, délicatesse, habileté, galanterie, font que au quotidien, vraiment,
ça met du rouage dans les relations et ça fluidifie vraiment les rapports entre les hommes. Est-ce que vous auriez quelques principes de base, avant de parler de règles spécifiques, dont nos auditeurs pourraient bénéficier et qui devraient guider leur démarche, soit lorsqu'ils sont dans une entreprise, soit lorsqu'ils sont autour d'une entreprise en cherchant à y rentrer, soit lorsqu'ils commencent cette très difficile démarche réseau que j'ai évoquée préalablement? Ce qu'il faut, c'est de toute façon se tenir toujours en alerte et déjà bien cibler évidemment le poste que l'on peut viser, mais bien entendu la façon dont on va s'adresser aux uns et aux autres, à la fois dans son réseau social ou familial ou professionnel d'avant, si on peut dire. Il s'agit toujours d'agir avec délicatesse. Il ne s'agit pas de se précipiter sur les gens en leur disant qu'on recherche du travail, mais ce qui sera beaucoup plus efficace et utile, ce sera de se renseigner sur le métier que l'on compte exercer. Ce sera de se tenir informé par voie de presse, par médias, de toutes les évolutions de ce métier et de montrer que bien qu'on ne soit pas en activité, on est en éveil et on peut communiquer sur tous ces thèmes. Et donc ensuite, il sera toujours plus facile d'approfondir des relations professionnelles lorsqu'on est en recherche d'emploi. Quels seraient les principes à utiliser lorsque l'on s'adresse à quelqu'un d'autre? Quelles sont les choses dont on doit se souvenir au départ? Au départ, déjà, lorsqu'on ne connaît pas la personne, si elle vous a été indiquée par un contact extérieur, bien sûr, et de se situer soi-même. Donc, il va falloir se présenter. Donc, déjà, juste, je rappelle les 3 règles pour une présentation réussie, qui sont de se présenter, de dire son prénom suivi du nom. Trop souvent, on voit malheureusement les personnes uniquement se présenter avec leur prénom, donc c'est difficile ensuite de se souvenir réellement de qui elles sont. Ensuite, il s'agit de saluer la personne en disant « bonjour madame, bonjour monsieur ». Ça paraît peut-être succinct pour vous, mais le fait de ne pas dire monsieur Moulin sera déjà bonjour monsieur Moulin, ce sera déjà un point compétitif important. Troisième chose, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, on ne dit pas enchanté, mais soit on fait une phrase, je suis enchanté de vous connaître, je suis ravi de faire votre connaissance, ou on m'a beaucoup parlé de vous, ou rien. Il suffit de dire bonjour monsieur, bonjour madame en souriant et en se présentant comme je l'ai indiqué, et ce sera parfait. Sophie, je vous remercie. Je vous propose une pause musicale avant de continuer plus avant. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui. Quelles sont les règles de savoir-vivre à respecter lorsque l'on se lance dans une démarche réseau? Sophie, de façon plus spécifique, je vais m'attacher à vous poser maintenant des questions très ciblées. Lors du début d'un entretien réseau, quelles sont les règles que vous recommanderiez de respecter lorsqu'une personne rentre dans le bureau de quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré? Alors, la façon dont vous allez vous comporter va être essentielle, bien sûr, car malheureusement, vous n'aurez pas une deuxième chance de faire bonne impression.
Donc peut-être que tout ça va vous paraître évident, mais quand je rappelle qu'il s'agit d'arriver à l'heure, surtout, ne pensez pas que ce soit secondaire. Quelqu'un qui arrive avec 10 minutes, un quart d'heure, voire plus, après son heure de rendez-vous fixé, c'est pas forcément un bon point dès l'arrivée. Ensuite, il s'agit de donner une impression pas forcément trop poussive, je dirais, dès le départ, mais une impression un peu de légèreté, dans le sens où il faut que la personne en face de vous ne se dise pas que c'est une question de vie ou de mort pour vous, parce qu'alors là, ça plombe très vite votre interlocuteur et c'est d'autant ensuite plus difficile d'amorcer des vrais sujets. Donc, essayez de rester dans un ton à la fois professionnel, mais léger aussi. Ne dites pas trop que vous misez tout sur cet entretien. Laissez libre la personne de s'exprimer. Ne l'interrompez pas trop. Dites-lui quand même donc assez rapidement ce que vous attendez de cet entretien. Et puis, lorsque vous partirez, une fois que donc vous aurez remarquablement bien passé cet entretien et avez su créer une atmosphère de confiance, vous quittez les lieux, vous ne restez pas trop longtemps pour un premier entretien, et surtout vous partez parce que bien sûr vous avez un entretien qui suit. Voilà, une fois que vous êtes rentré chez vous, vous avez entre 24 heures et 48 heures pour envoyer un mail ou un texto de remerciement. Dites-vous que ça fera toujours plaisir, aussi bien à la personne que vous avez rencontrée qu'à la personne qui vous a mis en contact. Ma deuxième question consiste à vous poser la question spécifique « Que fait-on lors d'un cocktail ?» qui est l'endroit où, a priori, les gens se rencontrent le plus pour réseauter. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un cocktail, c'est fait pour rencontrer des gens. Donc, surtout, évitez le piège de rester avec uniquement les personnes que vous connaissez ou d'errer seul entre le buffet et des groupes de gens auxquels vous ne parleriez pas. Ce qui est très important, c'est justement les contacts que vous allez établir. Donc, n'hésitez pas à bien repérer la personne qui vous intéresse, c'est-à-dire qui va pouvoir vous aider et vous donner elle-même des contacts ou vous recevoir, en vous dirigeant vers elle. Alors, bien sûr, évitez qu'elle soit en groupe et surtout, attendez peut-être le moment où elle sera seule. C'est toujours plus facile d'aborder quelqu'un qui est seul. Et à ce moment-là, vous vous présentez. Alors, soit seul, soit vous avez là aussi repéré quelqu'un qui connaissait la personne et ce sera toujours plus facile d'être présenté. Mais si vous ne trouvez personne, ce n'est pas grave, allez-y directement. Vous vous présentez, comme on l'a dit, avec votre prénom suivi du nom, en ne disant pas enchanté ni bonjour Monsieur Moulin. Et vous posez des questions qui font que vous allez pouvoir arriver assez vite dans le vif du sujet en disant par exemple « Je suis désolé de vous déranger, mais je crois que vous connaissez bien l'entreprise Dupont et compagnie. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais puis-je vous poser quelques questions ? Ou bien, il me semble que vous connaissez bien telle personne, travaillez-vous avec elle ?» Donc, tout ce genre de phrase va amorcer une conversation qui va permettre à votre interlocuteur donc de vous situer aussi, et vous allez pouvoir engager une conversation de la façon la plus fluide possible. Et surtout, ne soyez pas gênés d'entreprendre cette démarche, car dites-vous bien que même des personnes en poste et des grands patrons, ils ont tous besoin d'aller voir d'autres personnes, soit du métier, soit des relations qu'ils ont déjà rencontrées, les retrouver, etc. Donc, sachez bien que c'est une démarche naturelle dans les cocktails que celle d'aborder les gens, et dites-vous surtout qu'il n'est pas inscrit sur votre front que vous êtes sans emploi. J'ai une autre question qui est le cas pire dans un cocktail. Quelqu'un vous a donné rendez-vous dans un cocktail et votre ami n'est pas là. Donc vous êtes seul, vous ne connaissez personne et vous errez effectivement entre votre chaise et le buffet. Que faire dans ce cas-là pour que ce ne soit pas une soirée ratée ?
Alors, vous êtes le plus à l'aise possible et vous allez vous diriger plutôt vers le buffet, parce que c'est quand même là que la plupart des personnes se rapprochent. Et là, très naturellement, vous proposez, lorsque vous voyez que quelqu'un voudrait se servir de vin ou de petits fours, vous lui proposez de le faire. Bon, autrefois, on proposait du feu aux personnes qui fumaient, mais bon, là, on va peut-être pas insister là-dessus. Mais en tout cas, c'est la façon la plus facile de prendre contact avec quelqu'un et ensuite, donc, de situer la personne. Et grâce à elle, peut-être, vous allez pouvoir rencontrer les gens qui pourraient vous être utiles et qui pourraient vous apporter de la formation et de l'aide professionnelle. En dehors du buffet, y a-t-il un moyen d'engager une conversation avec quelqu'un que l'on ne connaît absolument pas ? Écoutez, évidemment, c'est toujours plus facile de se faire présenter. Mais bon, imaginons donc que la personne soit absente. Dans ce cas-là, il n'est pas du tout impoli que de se diriger vers quelqu'un et de lui adresser la parole. Mais bien sûr, avec les précautions d'usage, je suis désolée de vous déranger, excusez-moi, puis-je vous poser une question ? Vous voyez, tout ça doit se faire évidemment dans la très très grande politesse, mais sentez-vous très à l'aise dans la démarche. Si on pose la question spécifique, étant une femme, ça m'intéresse d'autant plus, une femme peut-elle se présenter directement à un cocktail sans être présentée ? Un homme, bien évidemment. Aujourd'hui, écoutez, c'est totalement admis qu'une femme se présente à un homme et elle va le faire de la même façon qu'un homme se présenterait à un homme, c'est-à-dire en se présentant déjà elle-même et en demandant à la personne si elle ne le dérange pas et ensuite d'aborder le thème qui l'intéresse et en lui posant quelques questions s'il le faut. Et surtout, je crois qu'il faut bien garder en tête qu'il y a beaucoup plus de personnes que vous ne le pensez qui sont prêtes à vous aider et surtout, l'autre n'est pas un ennemi. Donc, dites-vous bien que si la personne peut vous aider, elle vous aidera. En termes de look, qu'est-ce que vous conseilleriez pour les vêtements des hommes et les vêtements des femmes ? Pour les vêtements des hommes, notamment, une grande question aujourd'hui me semble être le port de la cravate. Vaste sujet. Alors, moi, ce que je recommanderais lors d'un entretien professionnel, par exemple, ce serait bien évidemment de se renseigner sur les us et coutumes de l'entreprise où on va avoir ce rendez-vous. C'est pas très compliqué aujourd'hui par le site internet, par un certain nombre de documentations, de voir le style d'entreprise où vous allez mettre les pieds. Bien entendu, que si vous avez rendez-vous dans une start-up, une agence de communication ou une banque, vous adopterez pas forcément le même uniforme. Mais dans le doute, moi je vous conseillerais de mettre une cravate. Ce sera toujours un signe de respect vis-à-vis de la personne qui vous recevra. Et puis, si vous voyez autour de vous, admettons, lorsque vous attendez le rendez-vous, que toute la société se promène sans cravate, rien ne vous empêche de la retirer et de la mettre dans votre poche. Mais je vous conseillerais, dans le doute, toujours de la mettre. Si vous avez rendez-vous avec quelqu'un dans un terrain neutre, par exemple un café, un restaurant, un hôtel, ou au bar d'un hôtel, qu'est-ce que vous conseilleriez si la personne est dans un univers professionnel complètement différent du vôtre ? Vous vous habillez à la façon dont vous êtes normalement dans votre milieu professionnel ou vous cherchez à vous fondre un petit peu dans le paysage et à rentrer dans son univers à lui ou à elle ? Écoutez, moi je crois que il faut rester en harmonie avec soi-même et surtout mettez ce qui vous va le mieux et dans lequel vous êtes les vêtements dans lesquels vous êtes le plus à l'aise. Il sera bien temps ensuite d'adapter ou pas votre tenue à l'éventuelle société qui vous embaucherait. Donc surtout, il ne faut pas que ce soit un problème. Il faut surtout que vous vous sentiez à l'aise et la tenue en fait partie. Donc évidemment, n'inaugurez pas forcément une nouvelle robe ce jour-là. Mais on sait bien tout ce qui vous convient et donc n'hésitez pas à mettre ce qui paraîtra le plus en harmonie avec vous-même. Alors justement, vous l'évoquiez, le problème de la robe. Quelles sont les règles vestimentaires spécifiques aux femmes ? Alors une femme... Y a-t-il des faux pas absolus ? Une femme dans le milieu professionnel, si je puis me permettre, devra en tout point éviter la provocation.
Et je pense... Cette notion est une notion subtile, Sophie. Extrêmement subtile, c'est vrai. À chacun de faire jouer son intelligence. Mais je conseillerais, bien évidemment, de ne pas vous présenter à un entretien professionnel avec un décolleté plongeant, une mini-jupe et des talons aiguilles. Vous voyez, ça fera plus tenue de cocktail éventuellement que tenue pour aller travailler. Car gardez bien cette idée en tête, vous êtes dans l'entreprise pour travailler et non pas pour déconcentrer vos collaborateurs. Alors justement, pour terminer sur ce sujet qui est néanmoins très compliqué, une femme peut-elle accepter, ou comment peut-elle refuser, une invitation, et là on va augmenter la gradation, pour un café, pour un déjeuner ou un dîner? Et quelles seraient les différentes réponses à apporter, selon vous? Alors si vous êtes invité à déjeuner ou à prendre un café avec quelqu'un de votre réseau, bien sûr, il n'y a aucun problème. Une femme peut tout à fait accepter, surtout sur un terrain neutre. Bien sûr, si en revanche on vous propose de déjeuner dans une petite auberge à la campagne, bon là vous pouvez peut-être vous méfier parce que ce sera peut-être pas uniquement à visée professionnelle. Pour le déjeuner, comme le café, donc il n'y a pas de problème. En revanche, on vous propose un dîner, là, c'est plus délicat. Si vous vous posez des questions, vous pouvez toujours argumenter du fait que vous avez des obligations familiales. La personne comprendra peut-être. C'est un merveilleux repoussoir. Exactement. Mais toujours donner une raison pour laquelle on refuse. C'est trop direct de dire non merci, je ne peux pas. Non, on va dire écoutez, je suis désolée, mais j'ai des obligations tardives, je ne pourrai pas me libérer dans la soirée. Mais bien sûr, je serais tout à fait ravie d'accepter un rendez-vous dans la journée. Si la personne devient trop insistante, vous pouvez toujours la recadrer élégamment en lui disant « mais voilà, je souhaiterais que l'on puisse rester sur la base de relations professionnelles » et la personne comprendra très bien ce que vous voulez dire. Sophie, merci beaucoup. Je vous propose maintenant la fin du thème. Sophie, quelles sont les 5 fautes impardonnables à ne jamais commettre? Premièrement, je dirais aborder quelqu'un sans se présenter. Deuxièmement, être trop agressif face à la personne et vraiment lui donner l'impression que le rendez-vous que vous avez avec elle est très très important. Bien sûr, c'est important, mais ne mettez pas la barre trop tout de suite, car la personne sentira la pression et vous arriverez vraiment à un résultat inverse à celui auquel vous vous attendez. Troisièmement, ayez toujours une tenue correcte, comme l'a dit Mireille tout à l'heure, c'est important. Et donc, essayez d'être le plus en harmonie possible avec vous-même, essayez de ne pas choquer et toujours d'être respectueux face à la personne qui vous reçoit. Ensuite, évidemment, en quatrième, on pourrait dire qu'il ne faut pas trop s'étendre sur sa situation personnelle, mais toujours montrer son intérêt quant à la société que représente la personne en face de vous. Ou la personne elle-même, j'imagine. Ou la personne elle-même, évidemment, mais le mieux étant de s'oublier soi-même, parce que dites-vous bien que votre vie, c'est très bien, mais ça intéressera la personne 2 minutes, pas davantage. Ce qui importe, c'est ce que vous allez pouvoir faire dans l'entreprise et quelle va être votre contribution. C'est surtout ça qui va intéresser votre interlocuteur. Et cinquièmement, écoutez, c'est lorsqu'on est reçu, qu'on a été justement invité à déjeuner ou que la personne a donné de son temps pour vous et que vous n'avez pas remercié. Ça, c'est vraiment très, très déplacé et vraiment, conseil de base, pensez toujours à remercier. Alors, pour terminer, quelles sont les 3 choses que nos interlocuteurs devraient avoir en tête et dont ils devraient se souvenir pour être le plus à l'aise possible quand ils rentrent en interaction avec quelqu'un? Déjà, essayez d'arriver le plus détendu possible.
vraiment de ne pas être trop crispé sur ce qu'on va pouvoir dire ou pas. Il faut quand même laisser une place au naturel, c'est important. Deuxièmement, je crois que le plus important, ce sera de se mettre dans la tête de la personne en face de vous et d'essayer de comprendre ce qu'elle attend elle aussi de cette intervention. Troisièmement, continuez à entretenir le lien que vous avez établi, c'est-à-dire en remerciant, mais aussi peut-être en rappelant la personne sur un sujet d'actualité concernant sa société, ou lui envoyer un article de presse, ou lui transférer quelque chose que vous avez lu sur le métier qui pourrait l'intéresser. Sachez que cette façon aussi de garder le lien sera très, très appréciée. Sophie, je vous remercie. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. Mon invité sera Philippe Gabillet, professeur de leadership à l'ESCP, et il nous expliquera comment cultiver sa chance. À bientôt.